Dans ce camion itinérant, des soldats ukrainiens récupérés in extremis par des volontaires sur la ligne de front. À bord, ils reçoivent des soins d'urgence avant d'être acheminés dans les hôpitaux du pays. Comme ce soldat blessé à la jambe, il a été pris en charge dans la région de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. La situation là-bas n'est pas facile, mais les hommes tiennent bon. Notre tâche consistait à suivre les mouvements de l'ennemi et à faire un rapport. Mais au final, les drones ont complètement détruit tout ce qu'on avait là-bas. On a dû partir, et puis ils nous ont tiré dessus. Il y avait un endroit où l'on pouvait plus ou moins se cacher. Mais ils nous ont repérés et ont commencé à nous lancer des drones. Ce vendredi, la Russie a revendiqué la conquête du village de Novo-Vassilivka, au sud-ouest de Pokrovsk. Les forces russes cherchent depuis plus d'1 an à prendre en étau cette ville stratégique, cruciale pour la logistique militaire ukrainienne. Comme les Russes se sont rapprochés et sont, disons, à portée d'artillerie de Pokrovsk et capables de faire voler des drones FPV au-dessus de la ville, il est clair que la ville n'est plus un centre de communication important pour les Ukrainiens. Elle ne peut plus être utilisée comme centre logistique, car les Russes sont en mesure de lui tirer dessus et de la cibler en permanence. Sur la route de Pokrovsk, l'armée russe s'approche aussi de la province de Dnipropetrovsk dans le centre du pays, dont la frontière administrative n'est plus qu'à quelques kilomètres. Une entrée des forces russes dans cette région constituerait une première depuis le début de la guerre et un coup dur pour les troupes ukrainiennes qui peinent à contenir l'avancée russe, faute d'hommes et d'armement. Vous avez bien entendu, faute d'hommes et d'armement. Maintenant, écoutons les Tintins de LCI, comme j'ai l'habitude de les appeler. Qu'est-ce qu'ils avaient dit il n'y a pas si longtemps? La bataille de Pokrovsk, commençons par là, puisque et les Ukrainiens et les Russes se battent encore plus âprement sous le regard de Trump. Regardez, on part à l'est du pays, on parle beaucoup de cette ville de Pokrovsk, au cœur du Donbass, dont les Russes veulent absolument s'emparer depuis des mois maintenant. Regardez, la ville a de nouveau été bombardée. Et c'était hier, on a reçu des images qui sont extrêmement impressionnantes de ces bombardements. Regardez avec ces immeubles en feu, c'est la Russie qui a frappé cette ville hier et on sait que les Russes poussent particulièrement dans la région. Vous allez voir cette vidéo avec un volontaire ukrainien qui se filme dans la ville au lendemain de ces bombardements. Écoutez, il est en contact avec des civils sur place. Et ça, c'était le 20 janvier. D'accord. Aujourd'hui, on est le 1er. Les Russes bombardent la rue centrale de Pokrovsk, une voie de circulation qui ne fonctionne plus depuis longtemps. Бульвар, який вже давно не працював. Ну і цивільний будинок. Et un bâtiment civil. Доброго ранку. Bonjour à vous. Що, котрий час? Quelle heure était-il hier? Vous ne savez pas? 17h30? 17h30. C'était l'appartement de mon parrain. Кума, да, згоріла там? L'appartement de votre parrain a brûlé là? Une fusée est arrivée. Elle sifflait, elle bourdonnait comme un avion. De ce côté-là, on voit bien d'où ça vient. Et ils se demandent alors pourquoi la russophobie se répand dans le monde. Je me demande pourquoi. Voilà, restons sur ces images très impressionnantes de Pokrovsk. Cette grande bataille, c'est une bataille. Et 100 fois on a dit Pokrovsk va tomber, Pokrovsk n'est pas tombé. Général Richoux, on voit à quel point les Ukrainiens là tiennent bon. Ils tiennent bon, mais on s'aperçoit maintenant que la ville est sous le feu de l'artillerie russe. Donc effectivement, c'est un point chaud. Ils attaquent à peu près sur 3 axes au nord. Tchassivyar, dont on annonce depuis 6 mois qui sont en train de tomber, qui est toujours pas tombé. Donc ça, c'est la route de Soloviansk-Kramatorsk. Quand ils disent que, soi-disant, les Russes attaquent depuis 6 mois vers Tchassivyar, qu'on annonce qu'il va tomber, qu'il n'est pas tombé. Si on va sur Military Summary, vous allez voir que même où il n'y a pas une nouvelle ville, une petite localité qui est tombée. Et il faut voir ça en parallèle avec ce que eux ils disaient quand c'était les Ukrainiens qui avançaient un petit peu. Dès que les Ukrainiens faisaient 200 mètres, on nous faisait une édition spéciale pour nous dire ce qu'ils ont avancé. Mais aujourd'hui, si vous regardez les vidéos ici, tous les jours, la Russie avance. Siversk, comment ça? Ici, une ville qui est tombée. Ici, une ville qui est tombée. Quasiment toutes les semaines, il y a une ville qui tombe.
Après, il publie beaucoup, on a du mal à suivre, mais regardez. Il y a 6 jours, il y a une ville qui est tombée. Il y a 8 jours, il y a une ville qui est tombée. Toutes les semaines, il y a regardez, il y a encore là une ville qui est tombée. Toutes les semaines, si vous allez sur Military Summary, vous constatez que il y a une petite localité qui tombe. Et donc les Russes, ils avancent petit à petit. Et une chose aussi qui semble ici ne pas dire, c'est que les Russes ne veulent plus se battre dans les villes et perdre les hommes. Comme moi, je l'ai déjà expliqué et comme beaucoup de ceux qui comprennent les enjeux pour les Russes l'ont compris. Les Russes ne veulent plus s'affronter avec les Ukrainiens, sauf si c'est strictement nécessaire. Ils préfèrent contourner la ville, étouffer la ville, encercler la ville et forcer le retrait des Ukrainiens. Comme on l'a entendu dans la première vidéo, où le monsieur qui est allongé sur le lit dit « Nous étions partis les surveiller, ils nous ont repérés, ils ont détruit tout notre matériel, ensuite ils nous ont traqués pendant qu'on partait. » Les Russes ne font pas comme les Américains ou comme les gens de l'OTAN. Ils ne veulent pas systématiquement se battre, écraser ou quoi que ce soit. Ils sont en train d'appliquer l'une des stratégies de l'art de la guerre. Ils savent bien que si tu accules des gens sans leur laisser une possibilité de retrait, il va te coûter beaucoup plus cher de les battre, ces gens-là, que de leur laisser une opportunité de sortir. Et quand ils remettent, regardez bien la carte, pour vous montrer. Regardez quand ils remettent la carte de Pokrovsk là. Vous voyez bien que les Russes, ils avancent et à droite et à gauche de Pokrovsk. Regardez Toretsk. Toutes les villes qu'ils prennent, ils les contournent pour que les Ukrainiens soient forcés de sortir de la ville. Et la bonne manière en plus qu'ils font ça, c'est qu'ils coupent les chemins de ravitaillement et de communication de la ville, et les Ukrainiens sont obligés de sortir par des voies les plus difficiles, ce qui facilite aussi pour les Russes l'élimination de ces Ukrainiens-là. Mais ici, on veut toujours vous faire croire que non, la ville n'est pas tombée. Oui, et surtout, ça vient contredire leur narratif comme quoi les Russes sacrifient des hommes, sacrifient des vagues d'hommes. Non, si les Russes sacrifiaient les vagues d'hommes, on aurait eu le même scénario que nous avons eu à... c'était pas Mariupol, c'était Bakhmout. On aurait eu le même scénario qu'à Bakhmout. Or, le scénario de Bakhmout ne peut plus se rejouer parce que si les Ukrainiens s'enterrent dans une ville, ils peuvent être effacés avec les FAB 3000 et eux-mêmes le savent aussi et eux-mêmes l'ont déploré. Et donc, les Russes ont changé de tactique, ils essayent de préserver les hommes, contrairement aux Ukrainiens qui envoient des gens non expérimentés, comme on a vu la fameuse brigade formée en France, où tout le monde a déserté. Les Russes essayent d'éviter ça. Et donc, ils préfèrent prendre leur temps pour bien prendre la ville et forcer les Ukrainiens à fuir la ville, plutôt que d'imposer des combats qui leur feraient perdre trop d'hommes. Et donc, viennent ici faire contredire tout le scénario, tous les mensonges, toutes les propagandes qu'on fait sur eux. Certes, ils attaquent, et ils font exprès d'attaquer dans tous les sens pour que dès qu'il y a un point de faiblesse, eh bien, ils capitalisent sur cela. C'est pour cela que ça prend du temps, mais l'avancée est inexorable. Comme vous l'avez attendu à la fin de la vidéo sur France 3, il manque non seulement d'armées, et il manque aussi des hommes. Et ça vient ici contredire encore ce qu'on avait vu ici même, qui disait que les Russes, soi-disant, ils étaient battus par les Ukrainiens qui étaient maintenant meilleurs en production de drones et en je sais pas quoi, en je sais pas si. Et on se rend compte qu'ils n'ont ni l'un ni l'autre. Et comme on l'a toujours dit, au-delà d'avoir des armes, ce qui compte, c'est d'avoir des soldats. Et si tu n'as pas de soldats, tu ne peux pas gagner une guerre. Mais l'Ukraine, qui n'a pas de soldats, qui enregistre une baisse de son effectif de jour en jour, fait de plus en plus de morts, selon leur propagande, au sein des combats, des effectifs russes. C'est à se demander si ces gens-là, des fois, comprennent la simple logique arithmétique de ce qu'ils disent. Alors, on va remettre Richou et son intervention qui ne voulait rien dire.
Restons sur ces images, général Richoux. On voit à quel point les Ukrainiens, là, tiennent bon. Oui, ils tiennent bon, mais on s'aperçoit maintenant que la ville est sous le feu de l'artillerie russe. Donc effectivement, c'est un point chaud. Ils attaquent à peu près sur 3 axes au nord. Tchassiviar, dont on annonce depuis 6 mois qui sont en train de tomber, qui est toujours pas tombé. Donc ça, c'est la route de Soloviansk-Kramatorsk. Un petit peu au sud, il y a Pokrovsk. Et puis au sud, il y a la direction Voledar qui avait été prise, et puis il remonte maintenant vers le nord. Donc effectivement, des avancées qui sont des micro-avancées, mais ils avancent quand même. Et là, on s'aperçoit avec ces incendies que il y a maintenant la ville est véritablement sous le feu de l'artillerie, pas seulement sous le feu des missiles à longue portée. L'offre et la demande. On entendra dans quelques instants Donald Trump qui dit Zelensky est demandeur, puisqu'il dit Zelensky aimerait un accord. Et il dit aussi Poutine détruit son propre pays. Donc il a des méchancetés pour tout le monde. Hein. Et on voit à quel point et les Ukrainiens et les Russes veulent montrer qu'ils sont pas trop demandeurs, qu'ils sont au contraire à l'offensive. Oui, parce qu'effectivement, Poutine n'a jamais dit qu'il était prêt à geler la situation actuelle. Et donc, je pense que Donald Trump le soupçonne, en fait, de ne pas vouloir négocier, probablement parce qu'il considère que cette guerre peut encore durer longtemps, qu'il a les ressources suffisantes pour pouvoir... Ça, c'est ce qu'ils prêtent à Poutine, ou c'est ce qu'eux-mêmes avaient sorti comme idée? Que soi-disant Poutine, il attendait l'arrivée de Trump pour geler la guerre, ou pour geler le front. Ça, c'était pas leur propre théorie à eux, que Poutine, il devait... L'arrivée de Donald Trump allait geler le front. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que Donald Trump n'a pas les moyens d'imposer quoi que ce soit à Poutine, ni même de geler le front. Parce que, comme on l'a déjà dit, ils ont atteint leur capacité de production maximale en Occident. Et surtout, leurs entrepôts d'armes sont vides. Au début, ils faisaient les fanfarons parce qu'ils donnaient principalement leur stock d'armes aux Ukrainiens. Maintenant, ils doivent eux-mêmes renouveler leur stock tout en continuant de fournir de l'armement à l'Ukraine. Et donc, ils ne peuvent plus. C'est pour cela, dans la vidéo de France 3, ils l'ont bien dit. Il manque d'armes, il manque d'hommes. En face, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, ou je ne sais pas si je l'ai encore publié ou je le publierai après, en face, ils sont de plus en plus forts. Ils produisent de mieux en mieux. Ils sont en train d'atteindre leur niveau de production maximal. Et elle est bien supérieure à celle de quasiment tout l'Occident. La Russie, à elle tout seule, produit presque autant que tout le secteur militaro-industriel de l'Occident. Et donc, c'est mathématique. Mais ce qui me tue, c'est que ces gens-là seront prêts à tout. Ils vont retourner leur veste. Je ne sais pas combien de fois ils vont changer de théorie, ils vont changer de position pour faire croire que l'Ukraine pourra faire quelque chose. Alors que ça se ressent de plus en plus. Ils ne peuvent rien faire. Comme je vous ai montré, toutes les semaines, il y a une localité qui tombe. Et je ne sais pas si c'était ici sur LCI ou si c'était ici sur France 3, France 24, mais il faut que je vous montre ça aussi pour que vous compreniez la réalité que ces gens-là disent à demi-mot, mais en tout cas qu'on ne montre pas sur LCI, parce que j'ai regardé ça hier. Regardez, c'est ça la réalité de l'Ukraine. А ви з камерою? Ви військовозобов'язаний? Вони іноземці. Я іноземець. Звідки ви? Я з Лондона. З Лондона? В Британії є обов'язкова військова служба? Немає? А якщо Британії доведеться воювати, чоловіки будуть воювати? А підкажіть, а ви в курсі, що по стандартам НАТО на лінії бойового зіткнення 6 місяців повинен провести боєць? Ces femmes n'en peuvent plus de voir des hommes en civil alors qu'ils sont en état de combattre. Leurs maris à elles restent au front pendant des mois sans permission. Nous assistons à la demande de libération sous caution d'un militaire qui a publiquement quitté son unité. Ces femmes de soldats sont venues le soutenir. Leurs maris défendent notre pays depuis 1000 jours maintenant. Voilà. Voilà ce qu'on ne montre pas sur LCI. C'est que la société est en train de se disloquer.
entre ceux qui ont fait le sacrifice de défendre leur pays et qui pensaient qu'ils allaient pouvoir rentrer vers leur famille et qui aujourd'hui se retrouvent coincés au front sans possibilité de pouvoir quitter le front, et ceux qui sont restés et qui ont compris ce qui se passe au front et qui ne veulent plus aller au front. Et donc maintenant, les familles qui ont des gens au front en veulent aux gens qui sont restés à la maison et qui ne veulent pas se battre. Et vous voyez que voilà, c'est là qu'on est en train d'atteindre les limites de la propagande occidentale. Ils ont voulu faire croire que, soi-disant, l'Ukraine était bon, l'Ukraine était en train de gagner quoi que ce soit. Or, la société, elle est en train de se disloquer. Parce que si vous regardez ce reportage-là sur France 24, vous allez voir que ils ont du mal à trouver des gens. Et les gens ne veulent plus aller mourir pour rien. Et c'est ça qu'il faut retenir de la situation. La Russie, peut-être, comme ils aiment bien se gargariser, n'est peut-être pas aussi riche que l'Occident, mais la Russie a montré à l'Occident ce qu'il n'était pas prêt à vivre ou ce qu'il n'était pas prêt à croire. C'est que sur le terrain militaire, elle leur semble supérieure. Et ils sont tout le temps en train de se dire que oui, tout le monde croyait que ça allait être réglé en 2 ans, mais il faut 3 ans. Mais il faut 3 ans à quel prix? L'Angleterre n'a plus de stock. Les États-Unis ont quasiment vidé leur stock. Les Français n'ont quasiment plus rien à donner. Et la Russie tient toujours debout. Et maintenant, ils se plaignent que la Russie reçoive de l'aide alors que l'Ukraine est appuyée par l'OTAN. Non seulement l'OTAN aide, les puissances occidentaux aident. Et en plus de ça, ils se servent même du propre argent des Russes. Pour ça, ils n'arrivent toujours pas. Mais la Russie, c'est rigolo de voir qu'ils mettent 3 ans pour gagner. Il y a toujours 2 manières de voir les choses. Soit tu vois que la Russie n'arrive pas à gagner contre l'Ukraine depuis 3 ans, soit tu regardes la réalité de pourquoi l'Ukraine a continué à résister pendant 3 ans, avec toutes les pertes, avec tout ce que nous avons vu.